Il entra pour demander de la nourriture, mais ce que personne n'attendait, c'était que sa voix allait bouleverser toutes les âmes présentes. La nuit était une bête affamée, mordant les os à travers le tissu usé de son vieux sweatshirt. Pour Louis, 10 ans, le froid n'était pas qu'une sensation, c'était un monstre invisible, un ennemi intime qui chaque soir menaçait de voler un peu plus de vie à sa petite sœur Juliette. Il était recroquevillé dans un coin d'ombre, sous les poutres rouillées d'un vieux garage abandonné transformé en abri de fortune. À ses côtés, Juliette toussait, une toux sèche et profonde qui fendait le silence comme un coup de poignard dans le cœur de Louis. Sa mère, Élise, dormait à peine. Même dans le sommeil agité, ses mains aveugles cherchaient dans le vide, effleurant parfois l'épaule frêle de sa fille comme pour vérifier qu'elle était encore là. Aveugle depuis qu'une forte fièvre lui avait arraché la vue des années plus tôt, Élise n'avait pas besoin d'yeux pour sentir le monde. Elle sentait la brûlure de la fièvre sur la peau de Juliette, elle entendait la respiration laborieuse, elle percevait la faim dans le silence accablé de son fils. Juliette toussa de nouveau, plus fort cette fois. Un gémissement s'échappa de ses lèvres. « Fran, ça fait mal » murmura-t-elle, utilisant le petit surnom que seule elle lui donnait. Louis se précipita vers elle, ses genoux râpant contre le béton glacé. Il posa la main sur son front. Elle brûlait. La panique, vieille compagne, remonta dans sa gorge. Il revit le visage du médecin du dispensaire, un homme usé, au regard vide, qui lui avait dit d'une voix lasse. « C'est le début d'une pneumonie, gamin. Elle a besoin d'antibiotiques et de nourriture. De la vraie nourriture. Sinon, son corps ne tiendra pas. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une langue étrangère. Antibiotiques, vraie nourriture. Des mots de luxe. La veille, leur dîner s'était résumé à une demi-baguette rassis partagée à 3, donnée par une vieille dame à la sortie de la boulangerie. Et aujourd'hui? Il n'avait rien. Il ajusta la couverture trouée sur les épaules de Juliette et murmura. « Je vais y arriver. Je te le promets. Je vais revenir avec un repas chaud et les médicaments. Je le jure sur maman. Je le jure sur papa. » Il embrassa son front en feu. La main d'Élise, dans l'obscurité, vint chercher la sienne. Elle la serra fort. Ce simple geste contenait toute une prière muette. Puis Louis se leva et partit. La ville s'éveillait à peine quand il poussa son chariot, une carcasse métallique qui grinçait à chaque pas. La journée fut rude, impitoyable. Il fouilla les poubelles des beaux quartiers mais n'y trouva que des emballages vides et des restes desséchés. Il tenta de vendre quelques bonbons au feu rouge, mais un groupe d'adolescents plus grands le bouscula et lui vola sa boîte. La faim lui tordait le ventre, un nœud serré qui semblait aspirer ses forces. Mais ce n'était pas sa propre douleur qui le poussait à continuer. C'était l'image de Juliette, enroulée sur elle-même, pâle comme une feuille, suffoquant sous la fièvre. Quand le soleil disparut, il ne tenait plus debout. Il avait récolté une poignée de pièces, à peine de quoi acheter un quignon de pain. Le désespoir avait un goût de métal dans sa bouche. C'est alors qu'il arriva dans les rues chics du quartier des Jardins. Et là, il le vit, le ciel, un restaurant de luxe dont les grandes baies vitrées laissaient deviner un univers incandescent. À l'intérieur, les gens riaient, levaient leurs verres de vin rouge, dégustaient des plats étincelants sous les lumières tamisées. L'odeur, mélange enivrant de beurre, de viande rôtie et de pain chaud, le frappa comme une gifle. Il resta là, figé sur le trottoir, observant ce monde comme on regarde une vitrine de bijoux précieux derrière un mur de verre blindé. Il ne ressentait pas de jalousie, seulement une sorte de fascination douloureuse. Ce monde n'était pas le sien. Mais dans ce monde, il y avait ce dont Juliette avait besoin, de la nourriture chaude. Il savait ce qui l'attendait s'il osait franchir cette porte. On le chasserait, sans ménagement. On l'humilierait. Mais il n'en pouvait plus d'être un spectateur de la misère. Il ne voulait pas de charité, seulement des restes. Prenant une grande inspiration, il traversa la rue, poussa la porte tournante, et fut immédiatement frappé par la chaleur, le parfum des plats, le murmure élégant des conversations, le son discret d'un piano. Mais surtout, les regards. Tous se tournèrent vers lui. Sa silhouette sale et frêle brisait l'harmonie de ce tableau. Un homme mince, en costume impeccable, s'approcha. Le maître d'hôtel. « Pardon, monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de porte. Les livraisons, c'est derrière. » Louis déglutit. Il n'avait plus de salive. Mais il tint bon. « Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Je voulais juste savoir s'il vous restait de la nourriture. »
N'importe quoi. Pour ma sœur. Elle est très malade. Le maître d'hôtel ouvrait déjà la bouche pour lui répondre froidement, mais une voix coupa net l'atmosphère. Laisse, Jean-Pierre. Ce garçon m'intrigue. Je vais m'en occuper. Tous les regards se tournèrent vers la grande table près de la fenêtre. Un jeune homme blond, d'environ 25 ans, vêtu d'une chemise de marque, la montre en or au poignet, fit un geste désinvolte. Viens ici, petit rat. On dit que tu as faim. Louis sentit ses joues le brûler. La honte. Mais il pensa à Juliette, serra les dents, et s'avança vers la table. Un tout petit peu, ça suffira, murmura-t-il. Le jeune homme, Antoine Dumas, afficha un sourire cruel. Je suis un homme d'affaires. J'aime les échanges équitables. Tu veux ma nourriture? Alors offre-nous quelque chose en retour. Il se pencha en arrière, savourant son pouvoir. Je t'ai vu chanter dans la rue. Tu veux manger? Très bien. Chante ici, maintenant. Chante pour ton dîner. Un silence s'installa. Le restaurant tout entier avait arrêté de prétendre ne pas voir. Même les serveurs s'étaient figés. Louis aurait voulu fuir. Il aurait voulu hurler. Mais il ferma les yeux. Et il chanta. Sa voix d'enfant, fluette mais claire, monta dans l'air chaud et feutré. Une berceuse. Celle que sa mère chantait à Juliette avant que le monde ne s'effondre. Il la connaissait par cœur. Elle parlait d'un oiseau qui trouve la lumière même au cœur de l'hiver. Sa voix tremblait au début, puis s'affermit. Il chanta avec tout ce qu'il avait, sa fatigue, sa peur, sa tendresse pour Juliette, son désespoir et son amour. Quand il rouvrit les yeux, plus personne ne riait. Même Antoine Dumas était resté bouche bée, figé. Un silence étrange et profond régnait. Puis une femme se leva, puis un homme. Les applaudissements commencèrent, timides, puis sincères. Une vieille dame à la table voisine s'approcha de Louis. « Mon garçon, tu as une voix bénie. Et un cœur d'or. » Elle posa une liasse de billets dans sa main. D'autres suivirent. En quelques minutes, une petite montagne de dons se forma devant lui. Le maître d'hôtel, pâle, demanda. « Devons-nous vous préparer un sac à emporter, monsieur ?» Louis hocha la tête, trop ému pour répondre. Il repartit dans la nuit, les bras chargés, les poches pleines, les yeux humides. Il avait tenu sa promesse. Et sans le savoir, il avait aussi changé le cœur de ceux qui l'avaient écouté. Titre, la voix d'un enfant affamé qui bouleversa une salle entière. La dignité que son père lui avait transmise aurait dû lui interdire ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais dans le tumulte intérieur qui le traversait, Louis entendit la toux persistante de Juliette résonner dans sa mémoire, il vit le visage amaigri de sa mère, ses yeux aveugles fouillant dans l'obscurité à la recherche de la main de sa fille. Alors, il comprit. Il n'avait pas le choix. Sa fierté ne mettrait pas de nourriture dans l'estomac de Juliette, ni n'apaiserait les douleurs qui la faisaient pleurer en silence. Il inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible mais lourd de renoncement. Parfait, lança Antoine Dumas, avec un claquement de mains qui résonnait comme une gifle. Allez, divertis-nous un peu. Chante quelque chose de triste, quelque chose qui colle à ta misère. Louis ferma les yeux. Il refusa de voir les dorures du plafond, les rires cruels, les visages parfumés au mépris. Il se replongea dans ce réduit sous le vieux garage, là où l'humidité goûtait du plafond comme une horloge lente, là où le souffle de sa sœur se faisait plus court chaque nuit. Il pensa à sa mère, au silence lourd de tristesse, et surtout à son père, qui lui avait appris une unique chanson et une complainte d'un autre temps. Elle racontait l'histoire d'un petit oiseau chassé de son nid par la tempête, errant sous la lune, lui demandant si ses plumes pouvaient devenir des étoiles pour retrouver son chemin. Louis inspira profondément. L'air ne venait pas de ses poumons, mais d'un lieu plus ancien, plus sacré. Puis, il chanta. Ce n'était pas la voix d'un enfant. C'était l'écho d'une âme vieille et nue, chargée d'une vérité que nul ne pouvait nier. Pas une note fausse, pas une fioriture. Rien que la pureté et la douleur brute. Chaque mot était une larme, chaque phrase une prière. Son petit corps frêle se balançait légèrement, ses mains serrées contre ses cuisses comme pour retenir toute la tristesse du monde. La voix s'éleva, traversa les murs du luxe et les cœurs figés par l'indifférence. Elle alla chercher quelque chose de perdu chez chacun des convives, l'humanité. À une table reculée, un homme cessa de manger. Jean-Pierre Dumas, mélomane discret,
mécène des arts et veuf inconsolable, resta suspendu à cette voix comme à un souvenir oublié. Lui aussi y entendait autre chose. La perte de son épouse, les dîners silencieux, l'écho creux des grandes pièces vides. La chanson de Louis, c'était la sienne. Quand la dernière note s'éteignit, suspendue dans l'air comme une larme de cristal, le silence s'abattit. Un silence si profond qu'on aurait cru que le monde s'était arrêté de tourner. Louis rouvrit les yeux, prêt à affronter les rires. Mais aucun ne vint. Antoine Dumas restait figé, les lèvres entr'ouvertes, le teint blême. Ses camarades, si prompts au sarcasme, le regardaient désormais comme s'il avait cessé d'exister. Puis, un bruit s'écrompit le silence, un seul homme applaudissait. Jean-Pierre Dumas s'était levé. Les yeux embués de larmes, il frappait des mains lentement, avec une gravité qui disait plus que 1000 discours. Son applaudissement fut le signal. L'un après l'autre, les clients se levèrent, hésitant d'abord, puis emportés par une émotion qu'ils n'avaient plus ressentie depuis longtemps. Toute la salle applaudit, debout, les yeux brillants, les cœurs ouverts. Ce n'était pas une ovation pour un spectacle. C'était une révérence pour une âme mise à nu. Dumas s'approcha du garçon. Il s'agenouilla, sans se soucier du sol froid et poli, et le regarda droit dans les yeux. « Mon fils ? J'ai dépensé des fortunes pour entendre les plus grands ténors du monde. Aucun ne m'a jamais ému comme toi ce soir. Comment t'appelles-tu ? » Louis, murmura le garçon, encore hébété. Louis ? Ce que tu nous as donné ce soir ne peut s'acheter. Tu ne chantais pas pour un repas. Tu nous as nourris de ce qu'on avait oublié, notre humanité. Il se releva lentement, et sa voix porta dans toute la salle, à partir d'aujourd'hui, Louis et sa famille auront un crédit à vie dans ce restaurant. L'addition sera toujours pour moi. Puis il se tourna vers Antoine et ses amis. Et quant à eux, leur note est également pour moi. C'est le strict minimum pour compenser la honte qu'ils nous ont infligée. Il posa une main douce et solide sur l'épaule de Louis. Allons à la maison maintenant. Tu me parleras de ta mère, de ta sœur. J'ai comme l'impression que ta vie, et peut-être la mienne, vient de basculer. Alors que les applaudissements continuaient à vibrer comme un écho sacré, Louis n'entendait plus rien. Son monde s'était rétréci à ce regard, celui de cet homme agenouillé devant lui, le regardant non pas avec pitié, mais avec une forme d'émerveillement, comme s'il venait de retrouver quelque chose de précieux. « Tu nous as offert un cadeau », lui avait dit Dumas. Une phrase si étrangère à ce que Louis avait toujours connu qu'il n'arrivait pas encore à en saisir la signification. Janier, appela Monsieur Dumas en se redressant. Une table pour deux, je vous prie. Pour moi et pour mon invité d'honneur. Le maître d'hôtel, qui auparavant le toisait avec condescendance, s'inclina avec une révérence presque grotesque. Tout de suite, Monsieur Dumas. La meilleure table, bien entendu. Alors que le garçon traversait la salle, guidé entre les tables par un homme qui semblait soudain devenu son protecteur, tous les regards le suivaient. Il croisa celui d'Antoine, désormais seul à sa table, prisonnier de son humiliation. Ses amis l'évitaient du regard. Antoine, lui, fixait Louis avec une haine muette. Un regard court, tranchant. Prometteur d'une vengeance. Jean-Pierre Dumas installa Louis à une table discrète, sur une banquette en velours rouge. Le garçon, mal à l'aise, regardait autour de lui, perdu. « Tu dois avoir faim », dit doucement Dumas avec un sourire bienveillant. Il n'ouvrit même pas le menu. Une soupe de légumes bien chaude avec des morceaux de poulet, un bon pain frais, et un verre d'eau tiède, s'il vous plaît. Il savait. Il savait que le corps d'un enfant affamé ne pouvait supporter les mets riches. Ce n'était pas un festin dont il avait besoin, mais de chaleur, de soin, de douceur. La soupe arriva, fumante, dans une porcelaine immaculée. Elle sentait la maison, les repas simples et aimants d'un passé qu'il n'avait jamais eu. Louis, habitué aux canettes cabossées, saisit la cuillère en argent avec des gestes maladroits. Il goûta. Une vague de chaleur se propagea de sa gorge à son ventre, comme si le vide en lui s'était enfin trouvé un refuge. Il mangea lentement, prudemment, de peur qu'en allant trop vite, le rêve ne s'évanouisse. Jean-Pierre ne dit rien. Il observait. Quand Louis eut terminé, il se pencha légèrement. « Louis, dit-il d'une voix calme. Une voix comme la tienne ne vient pas seulement d'un don. Elle vient d'une vie, d'une histoire. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Si tu veux, et seulement si tu en ressens le besoin, j'aimerais entendre la tienne. » Et dans le regard de l'homme,
Louis vit quelque chose d'encore plus rare que la pitié, la reconnaissance. Corde neuve et une résonance pure. Louis la prit dans ses mains comme on tiendrait un trésor. Ses doigts tremblaient légèrement en caressant le bois. Il leva les yeux vers Dumas, muet d'émotion. Je me suis dit doucement le vieil homme, qu'un artiste méritait de pouvoir parler au monde avec autre chose que sa douleur. Louis ne répondit pas. Il s'assit sur le bord du canapé et pinça les cordes. Un accord fragile naquit, puis un autre. Et bientôt, une mélodie simple mais vibrante remplit la pièce. Ce n'était plus seulement de la musique, c'était une prière. Une promesse. Élise, assise sur une chaise près de la fenêtre, ferma les yeux. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, elle n'était ni de fatigue ni de détresse. Elle portait le goût inattendu de l'espoir. Juliette, encore faible mais éveillée, souriait. Son regard suivait les gestes de son frère comme s'il était devenu une étoile filante dans le ciel de leur quotidien. « Je crois qu'il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un, » dit Dumas après un long moment. Il regardait Louis avec une intensité grave. « Un ami à moi qui dirige une école spéciale pour les enfants comme toi. Des enfants brillants. Un endroit où tu pourrais apprendre, grandir et rêver. » Louis hésita. Son regard alla vers sa mère, puis vers sa sœur. Il ne voulait pas partir. Mais Élise, d'un geste doux, posa sa main sur la sienne. « Tu n'as pas été un enfant, Louis. Tu as été un pilier, une bouée, une lanterne. Il est temps que tu vives aussi. Que tu voles, mon fils. » Le lendemain, les démarches furent enclenchées. Les papiers, les rendez-vous, les billets, tout s'alignait comme par magie. Dumas veillait à chaque détail avec une efficacité quasi militaire. Mais derrière cette rigueur, il y avait de la tendresse. Une volonté sincère d'ouvrir les portes d'un avenir nouveau. Pendant ce temps, dans l'ombre, Antoine Dumas intensifiait ses recherches. Il avait embauché un détective privé, piraté des dossiers, payé des informateurs. Il voulait salir le nom de Louis, l'accuser de vol, de mensonge, d'opportunisme. Il contacta même un journaliste véreux pour écrire un article diffamatoire. Mais rien ne venait. Il n'y avait aucune faute, aucun scandale. Rien à exploiter. Louis n'était pas une arnaque. Il était la vérité nue, celle que les puissants préfèrent ignorer, celle d'un enfant bon, digne et intelligent, né au mauvais endroit, mais porteur d'une lumière que rien ne pouvait étouffer. Frustré, Antoine décida d'attaquer autrement. Il tenta de faire pression sur Dumas, lui envoyant des menaces anonymes, des lettres contenant des photos de sa maison, de ses proches. Mais le vieil homme ne fléchit pas. Au contraire, cela renforça sa détermination. « On n'éteint pas une étoile, » répondit-il un jour en froissant une de ses lettres, « on ne fait que rendre le ciel plus noir autour d'elle. » Les jours passaient, et Louis, désormais inscrit dans un programme spécialisé, apprenait à lire la musique, à écrire, à parler anglais, à débattre. Il s'éveillait à la vie avec l'appétit d'un affamé, absorbant chaque leçon comme un bien précieux. Le soir, il rentrait chez lui car Dumas avait refusé l'idée d'un internat et retrouvait Juliette qui riait de nouveau, et Élise qui, les doigts plus agiles, cousait désormais pour un petit atelier local que Dumas avait aidé à monter. Un soir, en rentrant, Louis trouva un petit paquet sur son lit. Une lettre l'accompagnait. « Louis, tu m'as rappelé ce que c'est que de croire en quelque chose de plus grand que soi. Tu m'as donné une seconde jeunesse. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu ne vaux pas la lumière que tu portes en toi. Tu es un roi, Louis. Avec ou sans couronne. Ton ami, Monsieur Dumas. » Dans la boîte, il trouva une clé. Et une adresse. Le cœur battant, il courut dehors, grimpa dans le taxi qui l'attendait déjà, et donna l'adresse au chauffeur. Devant lui, une petite maison aux volets bleus se dessinait. Une maison modeste mais belle. Devant la porte, Élise et Juliette l'attendaient. Elles savaient déjà. Dumas leur offrait une vraie maison. Pas un abri, pas un refuge temporaire. Une maison à eux. Et ce jour-là, Louis comprit que parfois, la vie peut changer, non pas parce qu'on l'exige, mais parce qu'on ose raconter son histoire, même à ceux qui ne vous ressemblent pas. Parce qu'un cœur honnête, même pauvre, peut faire chavirer un cœur riche et endormi. Et qu'un chant, murmuré dans l'obscurité d'un réduit humide, peut résonner jusqu'aux salons les plus dorés. Ce soir-là, dans leur nouvelle maison, Louis joua pour sa sœur une chanson nouvelle. Pas une complainte, mais un hymne. Un chant de renaissance.
Élise, en descendant chercher du pain, entendit des murmures s'éteindre à son passage. Juliette, en jouant dans la cour, sentit les enfants s'éloigner sans un mot. Même les regards semblaient les juger. Le venin des mots écrits avait infecté leur quotidien. Le silence de ceux qui savaient la vérité faisait presque plus mal que les mensonges. Mais c'est Louis qui souffrit le plus. Il ne comprenait pas comment un chant offert avec tant d'innocence avait pu déclencher tant de haine. Un soir, après un cours particulièrement éprouvant, il resta silencieux dans la voiture. Dumas l'observa longuement. « Tu sais, Louis, dit-il d'une voix douce, on ne peut pas empêcher les gens de parler, mais on peut leur prouver qu'ils ont tort, pas par la violence, mais par la grandeur. » Louis ne répondit pas, mais une larme coula le long de sa joue. Ce soir-là, il dormit peu. Il avait honte, peur, colère, et un besoin ardent de se battre, mais à sa manière. Le lendemain, il demanda à Dumas la permission de chanter, mais pas n'importe où. Il voulait retourner au même restaurant où tout avait commencé. Dumas, surpris, accepta. Il loua le lieu pour une soirée privée, y invita quelques journalistes sérieux, des artistes, des amis. Aucun communiqué officiel. Pas de défense enragée. Juste une vérité simple, la musique. Louis monta sur la petite scène, vêtu simplement, les yeux clairs, la gorge nouée. Quand il ouvrit la bouche, ce ne fut pas un chant ordinaire. Il chanta la vérité. Sa voix tremblait d'abord, puis elle prit de l'ampleur, portée par une force plus grande que lui. Il chanta la douleur, l'amour d'une mère qui ne voyait pas mais protégeait, la fièvre de Juliette, l'humiliation, la peur, mais aussi l'espoir, la lumière, le courage. Le silence qui suivit fut sacré. On n'entendait que les respirations retenues, les sanglots discrets. Et alors, les applaudissements éclatèrent. Pas ceux d'un public diverti. Ceux d'âmes touchées. Ce soir-là, un nouvel article fut écrit. Par une journaliste présente. Le titre, La vérité a une voix. Elle s'appelle Louis. Rapidement, l'article balaya le précédent. Le journaliste à l'origine du scandale fut discrédité. L'auteur du blog reconnut avoir été payé, et une enquête fut ouverte. Antoine tenta de nier, mais la justice reprenait ses droits. Dumas n'avait pas dit son dernier mot. Les enquêteurs avaient avancé, découvrant des montages financiers douteux liés à Antoine. Des abus de biens sociaux, des pressions exercées sur d'anciens partenaires, des dossiers étouffés. Dumas les présenta devant un procureur. La chute d'Antoine fut brutale. Ce qui avait commencé comme une vendetta devint une affaire nationale. Le nom de Louis, au lieu d'être sali, s'illumina. Mais au-delà des scandales et des titres de journaux, c'est dans les yeux de sa mère et de sa sœur que Louis trouvait son vrai triomphe. Un matin, quelques semaines plus tard, une lettre arriva. Officielle. Le juge avait tranché. La garde d'Élise sur ses enfants était confirmée. Mieux encore, un processus d'adoption légale par Dumas fut enclenché. Louis lut la lettre à haute voix, les mots tremblant dans l'air, puis se tourna vers Dumas. « Tu veux bien être notre famille ?» Dumas, les yeux embués, ne put que hocher la tête. Ce jour-là, dans le salon baigné de lumière, Élise tendit la main à Dumas, aveuglément mais avec certitude. Il la prit dans la sienne, chaleureuse et solide. Juliette, encore faible, rit doucement, et Louis prit sa guitare. Les cordes vibrèrent. Un chant s'éleva. Ce n'était pas un concert, ni un plaidoyer. C'était une promesse. La promesse que la dignité ne se mendie pas, elle se défend. Que la lumière peut surgir des ténèbres les plus épaisses. Que parfois, le cœur d'un enfant a plus de vérité que tous les discours. Et qu'il suffit d'un homme prêt à tendre la main, d'une mère qui aime sans voir, et d'un chant qui brise le silence pour transformer une histoire tragique en miracle. Alors qu'elle profitait timidement d'un rayon de soleil dans le petit jardin de la résidence, Élise entendit deux voisines murmurer à voix basse. Pauvre vieux. Se faire avoir par des gens pareils. Elle n'eut pas besoin d'en entendre davantage. Le poison était injecté. Honteuse, elle se referma sur elle-même comme une fleur blessée, regagna l'appartement à tâtons, et referma la porte derrière elle comme si elle voulait se barricader du monde. La honte était une cape de plomb sur ses frêles épaules. Mais pour Louis, ce fut un coup encore plus cruel. Un rêve avait pris vie, il venait d'intégrer une école privée réputée, à quelques rues seulement de leur nouveau chez-soi, grâce à la générosité de Monsieur Dumas. C'était la promesse d'un avenir autre, d'un monde plus digne.
Mais le lundi matin, dès les premiers pas dans les couloirs de l'établissement, ce rêve se mua en cauchemar éveillé. Alors, l'arnaqueur? T'as déjà trouvé une nouvelle victime aujourd'hui? La voix moqueuse d'un garçon fendit le silence comme un fouet. D'autres ricanaient. Attention à vos portefeuilles, les gars. Le gamin du Layel rôde dans les parages. Louis sentit son monde chanceler. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. L'humiliation l'engloutissait, plus violente encore que celle du restaurant. Là-bas, il n'était qu'un inconnu parmi d'autres. Ici, on connaissait son nom. Et on s'en servait comme d'un poignard. Ce soir-là, il ne dit rien à personne. Il s'enferma dans sa chambre, laissa sa guitare prendre la poussière dans son étui. Il se recroquevilla sur son lit, serré contre lui-même, souhaitant disparaître, devenir invisible. Oublier le monde entier. Un léger coup retentit à la porte. « Louis ? Je peux entrer ?» La voix de Monsieur Dumas franchit le seuil, calme et posée. Il entra, trouva le garçon englouti dans l'obscurité, les épaules tremblantes. « Je n'en peux plus, Monsieur Dumas, » murmura Louis d'une voix brisée. « Je veux partir ? Retourner dans la rue. Là-bas, au moins, personne ne me connaît. Peut-être qu'Antoine Dumas a raison. Je ne suis qu'un gamin des rues. Je n'ai pas ma place ici. Je suis une honte, pour vous, pour ma mère. » Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits sans fond. Le désespoir vibrait dans chaque syllabe. Antoine Dumas avait tiré, et sa balle avait atteint le cœur. Monsieur Dumas s'assit lentement au bord du lit. Il ne sortit aucune formule creuse. Pas de « ça va aller », pas de « ça passera ». Il regarda Louis droit dans les yeux. Sa voix, grave et enracinée, portait une force tranquille. « Louis, des hommes comme Antoine Dumas ne te méprisent pas parce que tu es pauvre. Ils te méprisent parce que tu es vrai. Et ta vérité dévoile leurs mensonges. Ta voix, ton amour, ton honneur, ton courage de protéger ta famille. Ce sont des choses qu'aucune fortune ne peut acheter. » Et cela les terrifie. Il posa doucement sa main sur l'épaule du garçon. « Si tu te tais maintenant, tu leur donnes raison. Tu leur dis que leur mépris est plus fort que ta vérité. Et ce n'est pas vrai. Chanter, pour toi, n'est plus un luxe. C'est une nécessité. C'est ta réponse. C'est ton arme. » Louis leva les yeux vers lui. Les larmes s'étaient tues. Une flamme naissante s'allumait, lente mais tenace. Monsieur Dumas se pencha, le regard brillant d'une idée folle. Dans 2 semaines aura lieu le bal de gala de la Fondation artistique. Le plus grand événement social de l'année. Toute l'élite de la ville sera là. Y compris Antoine Dumas, et toute sa clique vide et dorée. Ce garçon t'a humilié devant 50 personnes dans un restaurant. Moi, je veux que tu lui répondes devant 500. Il murmura, comme un stratège dans une guerre silencieuse. Je veux que tu montes sur cette scène, en invité surprise. Que tu chantes. Pas pour eux. Pour toi. Pour ta mère. Pour ta sœur. Pour leur montrer que l'âme n'a pas de prix, que l'art ne connaît pas la classe sociale. Louis resta figé. L'idée le paralysait. Monter sur scène, faire face à tous ces regards. Et s'il échouait? Mais dans les yeux de Monsieur Dumas, il ne vit pas une requête. Il vit un défi. Un acte de foi. Il pensa à sa mère, blessée par les commérages. À Juliette, qui méritait un monde plus beau. Et, pour la première fois, il pensa à lui-même. Il n'était plus seulement un garçon chantant pour oublier la faim. Il était un combattant. Un fils. Un frère. Je le ferai, dit-il enfin. Sa voix tremblait, mais sa résolution était claire. Dure. Brûlante. Il allait chanter. Et ainsi commença la plus grande bataille de sa vie. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de sueur, de discipline et de doute. L'appartement de Monsieur Dumas s'était transformé en camp d'entraînement vocal. Fini les grasses matinées. Louis se levait avant l'aube, non plus pour fouiller les poubelles, mais pour respirer. Littéralement. Le maître Laurent, un vieux professeur à la barbe sévère, le poussait jusqu'à ses limites. La voix, ce n'est pas un cri qui sort de la gorge, tonnait-il. C'est une colonne d'air. Tu es l'architecte de ton propre son. Les exercices de respiration lui brûlaient le ventre. Les gammes le hantaient la nuit.
Et la justesse, un cauchemar. Laurent faisait répéter la même note 20 fois, corrigeant tout, le dos, la bouche, la langue. Non. Cette note est grise. Je veux un bleu ciel, avec émotion, mais du contrôle. Louis peinait. Sa gorge le brûlait. Il rêvait de retourner chanter dans la rue, libre. Mais il se souvenait d'Antoine Dumas, de ses sarcasmes. De sa mère blessée. Et alors, il retournait au piano, la tête haute. Élise, sa mère, était son auditrice la plus critique. Aveugle, mais dotée d'une oreille d'une finesse redoutable. Là, mon fils. Ta voix a tremblé. Tu as eu peur. Ne la redoute pas. Elle est à toi. Juliette, enfin rétablie, était sa lumière. Elle ne comprenait rien à la technique, mais tout à l'amour. Elle s'asseyait à ses pieds pendant les répétitions et dessinait. Toujours le même motif, un garçon sur scène, des oiseaux multicolores sortant de sa bouche. Ce sont tes chansons, Léo. Elle s'envole. Et Monsieur Dumas était la muraille. Il protégeait, coordonnait, gérait les avocats, tenait la presse à distance. Il était surtout l'ami qui écoutait. Le maître Laurent dit que ma voix est un diamant brut, dit Louis un soir. Mais moi, je ne me sens que brut. Dumas sourit. Les diamants, c'est du charbon qui a tenu bon. Tiens bon, Louis. Tu vas briller. De l'autre côté de la ville, dans un bureau vitré surplombant un parc, Antoine Dumas sirotait un verre de whisky. Il souriait. Il croyait avoir tout prévu. Grâce à ses appuis au sein du comité artistique, il savait qu'une surprise musicale était prévue. Il s'imaginait déjà. Le garçon allait se ridiculiser. La ville entière rirait. Et lui, Antoine, le ferait définitivement disparaître du cercle des vivants. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que l'arme qu'il avait affûtée pour détruire Louis, était devenue le feu même qui allait l'illuminer. Et dans l'ombre, le jeune garçon du Layel se préparait. À briser le silence. À faire trembler les murs dorés de leur suffisance. Avec pour seule arme sa voix. Le dernier chant de Louis. Le petit chanteur de Dumas, ce garçon venu des rues, allait se produire à l'événement le plus mondain de l'année. Pour Antoine Dumas, c'était une occasion en or, non pas de célébrer un talent émerge, mais de ridiculiser une histoire qu'il jugeait grotesque. Ce sera la plus grande farce de la décennie, lançait-il à ses amis, le ton mielleux et moqueur, alors qu'il trônait dans le salon luxueux du club le plus sélect de la ville. Il décrivait déjà la scène, ce petit mendiant, fragile, serrant sa guitare comme une bouée de sauvetage, bredouillant, se trompant dans les paroles, vacillant sous les projecteurs. Ce qu'Antoine voulait, ce n'était pas simplement voir Louis échouer. Non, il voulait que cet échec soit un spectacle, un événement immortalisé, amplifié et moqué. Il avait même engagé le blogueur qui avait publié le tout premier article sur Louis, pour qu'il assiste à la soirée, prêt à rédiger une chronique cinglante sur le naufrage artistique qu'allait, selon lui, incarner l'enfant. L'humiliation devait être publique, filmée, archivée, virale, une tache indélébile sur la réputation de son vieil ennemi, Dumas. Mais pendant qu'Antoine peaufinait les détails de sa vengeance cruelle, de l'autre côté, une contre-enquête discrète se poursuivait. Dumas, silencieusement, cherchait à comprendre l'origine de cette haine disproportionnée. Pourquoi Antoine le poursuivait-il avec autant d'acharnement? Très vite, ces enquêteurs mirent au jour les failles financières de l'entreprise familiale des Dumas, des détournements de fonds, un train de vie impossible à maintenir. Mais cela n'expliquait pas l'obsession. Ce n'était que de la cupidité, pas de la rage personnelle. La réponse, étonnamment, vint d'un homme oublié, un vieux comptable à la retraite. Il avait travaillé pendant 40 ans pour la famille Dumas, gardien silencieux des chiffres et des secrets. Licencié sans le moindre remerciement lorsque la société commença à sombrer, il avait ruminé son amertume. Ce fut cette blessure, et une promesse de consultation bien rémunérée, qui le poussèrent à parler. Dans une salle confidentielle, les enregistreurs activés, il livra une confession bouleversante. Une histoire de fierté trahie, d'amitié sacrifiée et de silence imposé. 25 ans plus tôt, les pères respectifs d'Antoine et de Dumas étaient amis, presque frères. Ils partageaient une société florissante mais, dans l'ombre, le père d'Antoine, piètre gestionnaire et joueur compulsif, accumulait les dettes et les erreurs. Pour cacher une énorme dette de jeu, il commit une fraude fiscale. La découverte était imminente. Il allait tout perdre, son nom, sa fortune, sa liberté.
Désespéré, il se confia à son ami. Ce dernier, Dumas, aurait pu le dénoncer. Mais il choisit la loyauté. Il vendit un terrain familial, hérité de son propre père, pour rembourser les dettes et éviter le scandale. En contrepartie, il demanda que cela reste secret. L'honneur de son ami devait être préservé. Puis, Dumas se retira silencieusement de la société, fonda la sienne, et laissa leur amitié mourir dans le silence. Ce geste, pourtant noble, fut une gifle pour l'orgueil du père d'Antoine. Il reconstruit sa fortune, oui, mais jamais son honneur. Toute sa vie, il vécut avec ce fardeau, sa famille ne devait son salut qu'à la pitié de Dumas. Ce ressentiment s'infiltra insidieusement dans l'éducation d'Antoine. À ses yeux, Dumas n'était pas un rival, mais l'incarnation vivante de l'humiliation paternelle. Et lorsque son père mourut, Antoine découvrit une lettre, soigneusement rangée, mais jamais envoyée. Une confession écrite de la main tremblante d'un homme brisé, adressée à Dumas, racontant tout. Pour Antoine, ce fut comme boire du poison. Apprendre que l'honneur de sa famille, ses privilèges, son rang social, avait été sauvé par la charité d'un autre, c'était insupportable. Sa haine prit forme. Et lorsqu'il vit Dumas adopter un nouvel enfant pauvre Louis, il crut revivre l'histoire. Une nouvelle pitié, une nouvelle humiliation. Dans son esprit déformé, Louis devenait le symbole de cette condescendance qu'il haïssait. En s'attaquant à lui, Antoine pensait effacer la dette morale de son père. Crier au monde que la bonté n'était qu'un masque de domination, et que lui, Antoine, était fort et libre, ne devant rien à personne. La veille du bal, Dumas convoqua Louis à la bibliothèque. L'enfant, aux yeux cernés par les nuits de répétition, tremblait d'angoisse. Il portait le poids de ce concert comme on porte une croix. Dumas s'agenouilla devant lui et dit d'une voix grave. « Louis, avant que tu montes sur cette scène, tu dois savoir quelque chose. Tu dois comprendre qui sera là, au premier rang, espérant te voir échouer. Tu ne combats pas un homme. Tu combats la honte qui l'habite. » Et il lui raconta tout. L'histoire de l'amitié, de la dette, du sacrifice. Comment un acte de bonté peut engendrer une haine plus féroce que la vengeance. Louis écouta, muet, les mains serrées sur sa guitare. Il ne comprenait peut-être pas toutes les subtilités, mais il saisissait l'essentiel, la douleur. Lui qui connaissait l'humiliation de la pauvreté pouvait comprendre, à sa manière, la honte d'une dette cachée. Alors, doucement, il dit. « Il ne me déteste pas, n'est-ce pas? Il déteste ce que je représente. Je ne suis qu'un miroir. » Dumas acquiesça. « Exactement. Et demain, ta voix sera ce miroir. Ne chante pas avec colère, Louis. Chante avec ta vérité. Rappelle-toi que la dignité n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. » Et Louis comprit que sa chanson ne serait pas une défense, mais une offrande. Non un défi, mais un acte de compassion. Le soir du bal arriva. Le salon du palace, éclatant de lustres, résonnait de conversations feutrées, de rires précieux et de verres de cristal. En coulisses, Louis se sentait minuscule, perdu dans son costume noir trop sobre au milieu de cette mer de soie et de bijoux. Il jeta un regard par la fente du rideau, Dumas, Élise, et Juliette étaient là, tendues, les mains jointes. Au premier rang, trônait Antoine Dumas, moqueur, déjà grisé par le champagne, le regard cruel. Le maître de cérémonie prit la parole. « Mesdames et messieurs, pour conclure cette soirée magique, nous avons une performance surprise. Un jeune talent, découvert et soutenu par notre cher monsieur Dumas. Accueillez chaleureusement. Louis. » Le projecteur balaya la scène, s'arrêta sur Louis, l'enfermant dans un cercle de lumière. Il sentit son souffle se bloquer. Son cœur battait contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Il ferma les yeux. Respira profondément. Il n'était pas là pour eux. Il était là pour sa vérité. Il avança lentement. S'assit. Ajusta sa guitare. Et joua. Le silence était total. Un silence chargé d'attente, d'ironie, d'envie de voir un enfant trébucher. Mais au lieu de cela, la salle entendit autre chose. Une voix. Une voix pure, vibrante, fragile et forte à la fois. Une voix qui racontait, sans accusation ni haine, la beauté des choses simples, le poids de l'enfance volée, la force de ceux qu'on ne regarde jamais. Antoine ne souriait plus. Quelque chose dans sa posture s'était figé. Et dans la salle, même les plus cyniques restaient figés,
ému sans comprendre pourquoi. Louis ne chantait pas pour impressionner. Il chantait pour libérer. Et dans cette nuit dorée, une voix d'enfant perça les murs de l'orgueil, et raconta, à ceux qui savaient écouter, que la véritable noblesse ne se mesure pas en titre, mais en vérité partagée. Louis était paralysé. Une peur primitive, viscérale, dévorante. Elle s'empara de lui comme une bête sauvage, serrant sa gorge de ses griffes glacées, lui volant l'air, le courage, la voix. Il leva les yeux, et à travers la lumière trouble des projecteurs, il aperçut ce visage. Celui d'Antoine Dumas, assis au premier rang, les bras croisés, le sourire narquois bien en place. Ce rictus était plus qu'un simple sourire, c'était un miroir de tous les visages qu'il avait ignorés, humiliés, méprisés. Il disait sans mots, « Je sais qui tu es. » Et maintenant, eux aussi le sauront. Le cœur de Louis battait comme un tambour affolé dans sa poitrine. Tout ce qu'il avait appris avec le maître Laurent, les heures de répétition, les paroles, les accords, tout s'effaçait dans le tumulte de sa panique. Il ouvrit la bouche, espérant que sa voix le sauverait, mais seul le vide en sortit. Un silence pesant envahit la salle. Au début chargé d'attente, il devint gênant, presque douloureux. Un rire discret, moqueur, s'échappa de la table d'Antoine. L'humiliation tant attendue par ses ennemis était en train de se produire. Louis sentit la brûlure dans ses joues, la tentation de fuir le Seine, de disparaître, de s'avouer vaincu. Après tout, n'était-il qu'un petit rat des rues, comme Antoine Dumas l'avait autrefois surnommé? Il allait se lever, jeter la guitare et courir vers la sortie. Mais soudain, il ferma les yeux. Il s'échappa du regard du public, du poids des attentes, et plongea dans l'obscurité protectrice de ses paupières. Et là, il fit ce que M. Dumas le vrai, le bon lui avait appris. Il bannit le luxe, les dorures, le mépris. Il convoqua son propre monde. Il vit le visage de sa mère, Élise, et ce sourire lumineux, bien que privé de la vue. Il sentit la main tremblante de Juliette dans la sienne, respirant enfin librement dans un lit chaud. Il se souvint du regard de M. Dumas, de cette confiance douce et indéfectible. Et surtout, il entendit dans son esprit la voix grave du maître Laurent, « Ne chante pas pour eux, garçon. Chante pour ta douleur. Transforme ta blessure en cathédrale. Invite-les à entrer. » Alors Louis pria, silencieusement. Il inspira. Une fois. 2. 3. L'air qu'il respirait désormais n'était plus celui de la peur, mais celui de ses souvenirs, de ses cicatrices. Ses doigts, à présent fermes, caressèrent les cordes de la guitare. Il joua le premier accord. Un simple accord mineur, triste, profond. Mais il portait en lui toute la dignité du monde. Un son pur et net fusa dans la salle, tel un coup d'éclair dans une nuit orageuse. Et puis, Louis chanta. Ce n'était pas l'ancienne complainte de l'oiseau blessé. Non, cette chanson-là était née récemment. Elle avait germé dans les conversations partagées avec Dumas, dans ses douleurs, dans sa découverte lente et brutale de ce qu'était la richesse, la pauvreté, la dignité, le vide. Tu as bâti un château aux murs d'or, aux verrous d'argent, pour te protéger. À compter tes pièces, tu as perdu ton cœur. Assis sur ton trône vide, tu vis dans la peur d'exister. La voix qui jaillit de Louis n'était pas celle d'un enfant. C'était celle d'une âme. Chaque note portait en elle la rage d'avoir eu faim, la honte d'avoir été invisible, la tendresse d'une mère aimante. La technique que le maestro lui avait enseignée était là, le souffle, l'intonation, la puissance. Mais sous cette maîtrise, il y avait l'essentiel, l'émotion brute, l'humanité nue. Sa voix s'élevait dans les aigus avec une clarté poignante, puis redescendait dans les graves comme une étreinte chaude et réconfortante. Le public, qui s'attendait à un désastre, resta figé. Les rumeurs s'éteignirent. Les serveurs cessèrent de bouger. Une femme du deuxième rang, parée d'un collier de diamants d'une valeur indécente, porta une main à ses lèvres, bouleversée. Louis poursuivit, les yeux clos. Il chantait l'histoire de deux mondes, celle du froid et du vide contre celle de la lumière intérieure. Je viens d'un pays où l'hiver est roi. Mon manteau, c'est l'aurore. Mon héritage, une route poussiéreuse. Mais mon cœur est riche, car il bat pour toi. Les mots étaient simples. Mais dans la bouche de Louis, ils devenaient des révélations. Il ne chantait pas seulement son histoire. Il chantait la leur. Celle des êtres humains derrière les façades, derrière les fortunes et les postures. La chanson devint un miroir. Et dans ce miroir,
Chacun vit son propre reflet. Ses douleurs, ses pertes, ses peurs. Même Antoine Dumas ne souriait plus. Son visage s'était figé. Il comprenait. La chanson ne l'accusait pas, elle le mettait à nu. Le château doré. Le trône vide. La peur d'aimer. Tous ces mots décrivaient son âme. Et ses amis autour de lui? Ils ne riaient plus. Ils fixaient la scène, envoûtés. Pour la première fois, Antoine Dumas se sentit seul. Profondément, irrémédiablement seul. Au fond de la salle, Monsieur Dumas pleurait. Pas de pitié. De la fierté. Une catharsis. Il voyait en Louis l'accomplissement de tout ce qu'il avait toujours défendu, la beauté contre la brutalité, la vérité contre la suffisance. Et cette chanson. C'était la plus noble des vengeances. Pas une vengeance destructrice. Une élévation. Une rédemption. La chanson arriva à son sommet. Louis ouvrit les yeux. Et son regard alla droit vers Antoine Dumas. Et le poids de ta couronne t'étouffe. Il t'enchaîne à la terre. Tu ne vois pas que ma pauvreté m'a appris à voler. Puis la dernière note s'éteignit. Une vibration suspendue dans l'air. Et un silence. Pas un silence vide. Un silence sacré, comme si le monde avait retenu son souffle. Et soudain, une voix. Une seule. Bravo. Elle venait du fond de la salle. C'était celle du critique musical le plus redouté de la ville. Il se leva. Il applaudit. Et alors, tout bascula. L'ovation fut immédiate, sauvage, immense. La salle entière explosa d'applaudissements, de cris, de sifflements, de larmes. Les riches, les puissants, les indifférents, tous furent balayés par l'authenticité de ce qu'ils venaient de vivre. Louis, le garçon des rues, venait de leur offrir un instant de vérité. Et il lui en était reconnaissant. Antoine Dumas tenta de se lever lui aussi. De suivre le mouvement. Mais son visage était une grimace de rage contenue. Il recula sa chaise brusquement, bouscula les gens pour fuir cette ovation qu'il ne contrôlait pas. Il avait voulu ridiculiser un enfant. Il s'était ridiculisé lui-même. Louis descendit enfin de scène. Son corps tremblait encore, empli de l'énergie de la chanson. Et il fut immédiatement enveloppé dans les bras de ceux qu'il aimait. Élise, sa mère, le serra contre elle en pleurant. « Tu as réussi, mon fils. Tu as réussi. » Juliette, rayonnante, sautait de joie. « Tu as volé, Louis. Tu as volé. » Le maître Laurent s'approcha à son tour. Il posa une main sur son épaule. Ses yeux étaient rougis. « Aujourd'hui, tu n'as pas chanté, gamin. Tu as célébré une messe. » Et ils ont tous communié. Cette nuit changea tout. L'histoire de « L'ange à la voix d'or » devint virale. Les vidéos tournées par les téléphones portables inondèrent les réseaux. Les journaux du lendemain ne parlèrent pas du bal, mais du garçon qui l'avait volé. Les titres pleuvaient. Ils chantent la vérité. Ils fêtèrent la haute société. Une nouvelle étoile est née. La victoire sur scène avait résonné bien au-delà des murs du théâtre. Dès le lendemain matin, un appel inattendu vint confirmer la portée de l'instant. Maître Renato, l'avocat personnel de Monsieur Dumas, avait une voix vibrante d'émotion contenue. Dumas, la conseillère du service de protection de l'enfance, Madame Elvira, m'a personnellement téléphoné ce matin. Elle a vu les vidéos du concert. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais été aussi bouleversée de toute sa carrière. Selon ses propres mots, tout système qui tente d'arracher un tel enfant à une famille qu'il aime et le soutient est un système en faillite. Son rapport sera classé sans suite. L'affaire est officiellement close. Le glaive juridique suspendu au-dessus de leur tête venait de fondre comme neige au soleil, balayé par la vague brûlante d'un amour public. Ce soir-là, un silence paisible enveloppa l'appartement, un silence neuf, presque sacré. Ils étaient tous les trois rassemblés autour du petit poste de télévision, les yeux rivés à l'écran où s'affichait le visage de Louis en boucle sur les chaînes locales et nationales. Le jeune garçon regardait son image, médusé. « Je ne me reconnais pas. » souffla-t-il, presque inquiet. « C'est parce que, mon fils, désormais, le monde te voit enfin comme moi je t'ai toujours vu, » répondit Élise en serrant tendrement sa main dans la sienne. Mais dans l'ombre d'un hôtel minable de l'autre côté de la ville, un homme ravagé par la défaite préparait son dernier coup. Antoine Dumas avait perdu bien plus qu'une bataille publique, il avait perdu la face,
l'influence, et même l'estime de son propre père, qui l'avait menacé de le déshériter. Ses amis ne répondaient plus à ses messages, ses associés prenaient leur distance. Il était devenu un paria, et rien n'est plus dangereux qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Ce qu'il voulait maintenant n'était plus une simple humiliation. Il voulait pulvériser Dumas. Détruire son nom, ronger sa paix intérieure, profaner jusqu'à l'héritage de ses souvenirs. Il saisit son téléphone et composa un numéro. Furtado, lança-t-il d'une voix sèche et glaciale, oublie le gamin. La mission a changé. Je veux tout sur la femme décédée de Dumas. Elena. Et sur leur fils mort-né. Creuse. Il y a forcément un secret. Un mensonge. Une tâche. Chaque saint a un passé d'argile. La guerre pour la voix de Louis était peut-être terminée. Mais celle contre l'âme de Monsieur Dumas, elle, ne faisait que commencer, une guerre menée avec les armes les plus perfides, la douleur, et les morts. Les semaines qui suivirent le bal de la Fondation furent semblables à l'étrange accalmie après le passage d'un séisme, la terre continuait de vibrer, mais les secousses majeures étaient passées. Dans cette fragile stabilité, la famille que formaient Élise, Louis et Juliette et Dumas à leur côté trouva enfin un rythme. Discret, mais réel. La plainte des services sociaux fut classée dans un silence administratif révélateur. La vague d'émotions populaires entourant l'enfant à la voix d'or avait rendu toute tentative de les attaquer politiquement suicidaire. Leur histoire, loin de choquer, inspirait désormais. C'était devenu un conte moderne que la ville entière récitait avec tendresse. Louis retourna à l'école, reprenant ses cours de chant avec le maître Laurent. Mais tout avait changé. Il n'était plus ce petit garçon issu du néant dont on se moquait. Il était devenu un prodige. Un phénomène. Et il portait cette nouvelle notoriété avec une humilité bouleversante, qui renforçait le respect qu'on lui vouait. Juliette, elle, s'était remise entièrement de sa pneumonie. C'était une fillette vive, pétillante, qui suivait désormais les pas de son frère dans la même école. Quant à Élise, leur mère, elle semblait redécouvrir une paix intérieure qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Son regard, bien que toujours aveugle, brillait d'une nouvelle assurance. Sa dignité retrouvée adoucissait ses traits autrefois crispés par l'inquiétude. Et Dumas? Il était devenu le centre autour duquel gravitait désormais ce petit système solaire familial. Il passait presque toutes ses journées avec eux, endossant avec une ferveur inattendue le rôle de grand-père. Il les emmenait au musée, au parc, au concert. Il apprenait à Louis les échecs, un jeu de vie déguisé en stratégie, disait-il. Le soir, il écoutait Élise raconter son passé, son mari disparu, ses combats, et cette foi indestructible qu'elle avait maintenue malgré l'obscurité. Sa grande demeure autrefois pleine de marbre froid et de solitude résonnait désormais de rires, de cris d'enfants et d'accords de guitare. Mais dans le secret de son cœur, une ombre persistait. Antoine. Il le savait. Une âme comme celle d'Antoine Dumas ne s'éteint pas après une défaite. Elle couve. Elle se cache. Elle se transforme. Les détectives privés chargés de le suivre n'avaient rien trouvé. Antoine semblait avoir disparu, ce qui était, en soi, encore plus inquiétant. Un après-midi calme, dans la bibliothèque aux étagères remplies de partitions, Dumas s'interrompit au milieu d'un exercice d'harmonie. « Louis, tu m'as un jour demandé pourquoi les musiques tristes me touchaient tant, dit-il, la voix basse. Je ne t'ai jamais répondu. » Il se leva lentement, prit un cadre photo argenté posé sur son bureau, et le tendit au garçon. C'était la photo d'une femme d'une grande beauté, radieuse malgré les années passées, et Elena tenant tendrement un nourrisson. « Voici Daniel. Mon fils. Il est né il y a plus de 30 ans. Et il n'a vécu que 2 jours. » Dumas raconta tout, la grossesse compliquée, la joie mêlée d'angoisse, l'accouchement dramatique, l'insuffisance respiratoire, la perte. Il décrivit le moment où il avait tenu le corps inerte de son fils, et celui où il avait vu la lumière s'éteindre dans les yeux d'Elena. Une lumière qui ne se rallumerait jamais. Et moi, au lieu de l'aider, de pleurer avec elle, je me suis jeté dans le travail. J'ai bâti mon empire comme on construit un mur pour ne plus sentir. Je l'ai perdu ce jour-là, Louis. Bien avant que le cancer ne me l'enlève. Il baissa les yeux, honteux. Voilà mon secret. Ce n'est pas un crime. Mais c'est mon plus grand échec. Louis resta silencieux un instant. Puis il se leva, s'approcha, et posa une main douce et assurée sur l'épaule de Dumas.
Vous n'avez pas échoué, dit-il doucement. Vous aviez juste le cœur brisé. Mais alors que ces mots d'une tendresse désarmante comblaient une faille vieille de 3 décennies, dans une chambre d'hôtel miteuse en périphérie de la ville, la haine d'Antoine Dumas trouvait sa dernière forme. Furtado, le détective, était de retour. Je n'ai rien trouvé sur Dumas, dit-il d'un ton sec. Mais, j'ai découvert une tragédie ancienne, la mort de son fils. Et une femme, une ancienne infirmière de l'époque, pleine d'aigreur après son licenciement. Elle est prête à parler. Moyennant un bon prix, bien sûr. Elle racontera une autre version. Antoine sourit. Il tenait son arme. Ce ne serait pas un revolver, non. Mais un poison lent. Un mensonge si monstrueux qu'il rongerait l'âme. Une semaine plus tard, Dumas trouva une enveloppe glissée discrètement sur son bureau. À l'intérieur, aucune lettre. Juste une clé USB. Intrigué, il la connecta à son ordinateur. Une vidéo démarra. Une femme âgée, les yeux rougis, se filmait. Elle sanglotait. Je ne peux plus garder ce secret. Le fils de Monsieur Dumas n'est pas mort. Il est né avec une grave malformation. Et Monsieur Dumas, obsédé par l'image de la perfection, n'a pas supporté. Il m'a payé pour falsifier l'acte de décès. L'enfant a été envoyé dans une institution reculée. Il a abandonné son propre fils. La vidéo s'arrêta. Dumas resta figé. Le sang glacé. Le mensonge était d'une cruauté inimaginable. Il ne s'attaquait pas à ses entreprises, mais à tout ce qui faisait de lui un homme, son honneur, sa paternité, la mémoire sacrée de son fils. Le téléphone sonna. « Tu as aimé l'avant-première » dit une voix pleine de poison. C'était Antoine. « Que veux-tu » demanda Dumas d'une voix brisée. « T'as faim. »« Mais je suis généreux. Tu as 48 heures. Tu annonces ta retraite, tu transfères tes affaires à mon père, et tu fais disparaître Louis dans un internat européen. Sinon, le monde entier connaîtra la vérité. » Un chantage abject. Une impasse. Dumas raccrocha. Tremblant. Il se sentait pris au piège. La raison lui hurlait de se battre. Mais son cœur, fatigué, ne voulait qu'une chose, protéger la mémoire de Daniel et d'Helena. Même au prix de sa propre disparition. Il pensa tout abandonner. L'idée d'abdiquer, de se taire, de disparaître même, effleura son esprit non pas par lâcheté, mais pour que les morts qu'il aimait puissent enfin reposer en paix, sans que leur mémoire ne soit piétinée. Il était seul dans son bureau, plongé dans l'obscurité, une photo entre les mains. Celle de son épouse défunte. Son regard vide fixait l'image comme si, à travers elle, il pouvait retrouver un sens à tout ce qui s'écroulait. C'est Louis qui le trouva ainsi, des heures plus tard. Il n'y avait pas de lumière, seulement cette ombre d'homme assis, consumé par la douleur. Le jeune garçon, intuitif et sensible, comprit immédiatement qu'un drame invisible avait eu lieu. « Monsieur Dumas, est-ce que ça va ?» D'une voix brisée par l'émotion, Dumas raconta. Le chantage. Le mensonge sur son passé. L'ultimatum lancé comme un poignard par Antoine. Il s'attendait à voir Louis reculer, conseiller de fuir, d'attendre que la tempête passe. Mais ce ne fut pas la peur que Louis ressentit. C'était la colère. Une colère profonde, loyale. Celle qu'on éprouve quand l'injustice salit quelqu'un qu'on aime. « Et vous allez le laisser faire » dit-il avec fermeté. « Vous allez laisser un menteur cracher sur la mémoire de votre femme ? De votre fils ? Vous allez laisser la peur gagner ? Mais Louis, que puis-je faire ? Ma parole contre celle d'un témoin inventé. Les médias me dévoreront vivant. » Louis s'approcha. Il planta ses yeux dans ceux de Dumas. « Vous m'avez appris à ne pas baisser la tête. À chanter ma vérité devant des inconnus, sans trembler. C'est vous qui m'avez montré ce que c'est que le courage. Aujourd'hui, c'est à vous de monter sur votre scène. Le silence, c'est ce qui nourrit les hommes comme Antoine. C'est ça leur véritable allié. » Ces mots simples et puissants fendirent l'ombre dans laquelle Dumas s'était enfermé. L'enfant avait raison. Se taire, ce serait renier tout ce qu'il avait transmis. Ce serait trahir Louis. Se trahir lui-même. Le regard soudain allumé d'une flamme nouvelle, Dumas saisit son téléphone. Ce n'était pas ses avocats qu'il appela. Non. C'est la plus grande chaîne de télévision du pays qu'il contacta.
Et il demanda à parler à Claire Moreau, la journaliste d'investigation la plus redoutée de France. Madame Moreau? Je suis Dumas. Je crois que vous avez reçu un dossier, disons, explosif me concernant. L'histoire est bien ficelée, mais elle est incomplète. J'aimerais vous accorder une interview. En direct. Demain soir. Et je viendrai avec un invité. Après avoir raccroché, il regarda Louis. L'admiration se mêlait à l'inquiétude dans ses yeux. La bataille ne se jouerait pas devant un juge, mais devant tout un pays. Il ne voulait plus seulement se défendre. Il allait dévoiler la vérité. Détruire le mensonge d'Antoine non par vengeance, mais par justice. Le soir suivant, le studio de télévision était baigné d'une lumière crue, presque chirurgicale. Des caméras suspendues, des techniciens silencieux, un monde de câbles et de tensions contenues. Dumas était assis sur un fauteuil de cuir noir, le visage calme, presque solennel. À côté de lui, Louis tenait sa guitare. Ses mains étaient immobiles, mais prêtes. Il ne tremblait pas. Dans une loge discrète, Élise et Juliette observaient l'émission sur un écran, leurs mains jointes. Une prière murmurait entre les battements d'un cœur inquiet. Claire Moreau prit place. Elle était connue pour sa rigueur, son impartialité, sa capacité à désarmer les puissants d'un seul regard. Bonsoir monsieur Dumas. Bonsoir Louis. Elle se tourna vers les caméras. Depuis plusieurs semaines, la France suit avec émotion l'histoire incroyable qui lie cet homme d'affaires à ce jeune garçon. Mais hier, un dossier anonyme est arrivé dans notre rédaction. Il accuse monsieur Dumas d'avoir abandonné, il y a plus de 30 ans, un enfant né handicapé, et d'avoir falsifié son certificat de décès. Monsieur Dumas, que répondez-vous à cela? Le silence qui suivit la question n'était pas vide. Il était chargé d'histoire, d'attente, de vérité à venir. Dumas tourna lentement la tête vers la caméra. Ce n'était pas à un pays qu'il s'adressait. C'était à Antoine. Bonsoir Claire. Bonsoir à tous. Sa voix était posée. Son regard, ancré. La meilleure manière de répondre à un mensonge, ce n'est pas une simple négation. C'est par la vérité, même si elle est douloureuse. Il sortit de la poche de sa veste une petite photo usée, qu'il montra à la caméra. Un nouveau-né, emmailloté, fragile. Mon épouse Elena et moi avons eu un fils, il y a plus de 30 ans. Il s'appelait Daniel. Il est né avec une malformation pulmonaire grave, incurable à l'époque. Il n'a vécu que 2 jours. Je l'ai tenu dans mes bras jusqu'à son dernier souffle. Et oui, j'ai signé son certificat de décès. Pas pour dissimuler quoi que ce soit. Pour lui donner un nom, une trace. Avec le cœur brisé. Ses yeux se remplirent de larmes. Il ne chercha pas à les cacher. Au contraire, il les laissa couler. Car aujourd'hui, sa fragilité était sa plus grande force. Le mensonge de mon neveu Antoine n'est pas une attaque contre moi. C'est un blasphème contre la mémoire de mon enfant. Il veut salir ce que j'ai de plus précieux, parce que cela l'empêche de mettre la main sur un héritage qu'il convoite. Mais mon héritage ne se compte pas en millions. Il se mesure en amour. Il posa la main sur l'épaule de Louis. J'ai perdu un fils, et j'en ai retrouvé un autre. Le monde a entendu sa voix. Moi, j'ai connu son âme. Et ce soir, pour dire la vérité, je n'ai pas besoin d'un avocat. J'ai besoin d'une chanson. Claire Moreau, bouleversée, fit un signe discret à la régie. Louis se leva. Il ne fit pas une simple prestation. Il fit un serment. La guitare vibra. Et il chanta. La chanson qu'il avait composée avec le maestro. Celle du château d'or et du cœur vide. Mais cette fois, les mots étaient lourds. Chargés. Brûlants de vérité. Il ne chantait pas pour impressionner. Il chantait pour témoigner. Pour délivrer. Sa voix traversa les ondes et pénétra les foyers. Ce n'était plus celle d'un enfant mendiant. C'était celle d'un prophète aux mots d'innocence. Un enfant qui mettait à nu la cruauté des puissants avec la simple puissance de la sincérité. Lorsque le dernier accord s'éteignit, le silence fut total. Et sacré. Dumas reprit la parole. Ce mensonge, aussi ignoble soit-il, m'a donné une idée. Une grande. Une idée d'amour. En mémoire de Daniel, et en l'honneur du fils que j'ai trouvé, je vais créer l'Institut Daniel Dumas.
Un centre d'excellence pour soigner gratuitement les enfants atteints de handicap et de maladies rares. Il regarda de nouveau la caméra, le regard ardent. Le mensonge de mon neveu sera transformé en l'œuvre la plus belle de ma vie. Ce fut le coup de grâce. Il n'avait pas répondu à la haine par la haine. Il avait répondu par un acte d'une grandeur désarmante. Ce soir-là, Dumas ne s'était pas seulement lavé de l'accusation. Il avait changé le récit. Il avait donné au pays une histoire de lumière dans un monde de bruit. Et surtout, il avait rappelé que la vérité, quand elle vient du cœur, peut faire taire tous les mensonges. Ce que certains avaient tenté d'enterrer sous la boue, Louis et Dumas en avaient fait la matière première d'une renaissance, la fondation d'une œuvre infiniment plus grande, plus noble. L'interview qui avait tout révélé fut une onde de choc, un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. En l'espace de quelques heures, l'opinion publique bascula, embrassant Dumas et Louis avec une chaleur inattendue. Le pays tout entier, bouleversé par cette vérité si longtemps muselée, les adopta comme des symboles de justice retrouvée. La vérité éclata dans toute sa crudité, le chantage ourdi par Antoine Dumas avait bien eu lieu. Des sources internes à la chaîne confirmèrent la supercherie. La presse, avide mais cette fois au service du bon, se fit le relais de l'indignation générale. Antoine, jadis figure intouchable de pouvoir et d'arrogance, devint un paria national. Mais le coup de grâce ne vint pas du peuple. Il vint de son propre sang. Son père, un homme jadis sauvé de la faillite par la main généreuse de Dumas, le désavoua publiquement, l'effaçant de son testament comme on rait un nom sur une pierre tombale. La chute fut vertigineuse. Ses associés, ses amis, ses alliés de toujours, le laissèrent tomber un à un, comme s'il portait une lèpre sociale. Les portes se fermèrent. Les sourires se figèrent. L'argent s'évapora. Antoine, lui, resta seul, face à l'écho de ses fautes. Son nom autrefois synonyme de succès, résonnait désormais comme une malédiction. Il n'alla pas en prison. Non. Sa peine fut bien plus cruelle, un exil volontaire, sans attache, sans amour, rongé par l'amertume et effacé de la mémoire collective. Une ruine vivante, tel son ancien château doré, vide à l'intérieur malgré sa façade éclatante. Mais pour Louis et les siens, ce fut l'aurore. L'ultime ombre avait été dissipée. Plus rien ne planait au-dessus d'eux. Ils étaient enfin libres, libres de vivre sans peur, sans justification. Ce fut le début d'une paix rare, presque fragile. Les années qui suivirent ne furent pas spectaculaires, mais elles furent précieuses. Ils bâtirent une existence douce, discrète, mais pleinement vivante. Louis, guidé par le maître Laurent, et soutenu par Dumas, refusa les offres tapageuses, les contrats en or qui promettaient la célébrité instantanée. Il avait connu trop tôt la profondeur du vrai pour se satisfaire du clinquant. Il choisit un autre chemin, plus escarpé, mais infiniment plus vrai. Il étudia la musique classique, plongea dans les arcanes de la composition, apprit à parler avec des notes ce que tant d'autres criaient sans jamais être entendus. Il devint un artiste respecté, un chanteur de concert, reconnu dans les cercles feutrés des grands théâtres pour ses interprétations vibrantes et sincères. Chaque performance était une offrande, une prière vivante. Sa voix, libre des artifices, racontait des récits d'espoir, de lutte, de résilience. Elle touchait au cœur, là où les mots échouent. Juliette, guérie, devint une jeune femme brillante, pleine de vie, d'humour, et d'une compassion ardente. Elle entama des études de médecine, guidée par le souvenir des nuits d'angoisse où la maladie avait menacé sa vie et celle de sa mère. Elle voulait désormais être cette main tendue qu'elle n'avait reçue qu'à la dernière seconde. Élise, la matriarche, l'âme de cette famille, trouva enfin le repos. Entourée de musique et d'amour, elle vécut ces années dorées avec une sérénité que la vie ne lui avait jamais offerte auparavant. Le son du piano de Louis, les éclats de rire de Juliette, la paix de son foyer, tout cela lui était encore plus précieux que la vue qu'elle avait perdue. Elle voyait mieux que jamais, avec le cœur. Quant à Monsieur Dumas, il appela les années suivantes ses « années de bonus ». Cette année où il vécut non plus comme un homme d'affaires, mais comme un grand-père. Chaque matin, il accompagnait Juliette à l'école, et chaque soir, il assistait aux répétitions de Louis. Ensemble, ils bâtirent un rêve, l'Institut Daniel Dumas, du nom de son fils disparu. Un centre d'accueil pour enfants en détresse, alliant éducation, soins et art, un sanctuaire d'espoir et d'innovation. Il fut là le jour de son inauguration. Et quand le premier enfant y fut accueilli, il pleura, comme rarement dans sa vie. Il s'éteignit un après-midi d'automne, paisiblement, chez lui, dans son lit,
tenant la main de Louis d'une main, et celle d'Élise de l'autre. Dans le silence, un enregistrement de sa défunte épouse jouant Chopin résonnait doucement. Il ne mourut pas seul, mais entouré d'amour, comme un père, un ami, un homme entier. 5 ans plus tard, une scène d'une beauté saisissante s'ouvrait sur l'Opéra de Lyon. La salle était comble. L'atmosphère électrique. C'était la première mondiale de la grande composition de Louis, le Nid. Une œuvre symphonique composée pour raconter son histoire. Au premier rang, Élise, désormais une dame aux cheveux argentés, au regard doux et apaisé, tenait la main de Juliette, devenue une jeune étudiante en médecine rayonnante. Sur scène, Louis, désormais un homme accompli, se tenait droit, sans guitare. Cette fois, il ne chanterait pas. Il dirigerait. Il leva la baguette, et un silence sacré s'abattit sur la salle. La musique commença. Le premier mouvement était une danse chaotique, presque sauvage, mimant les rues, la faim, la peur, cette enfance volée dans l'obscurité. Puis vint un second mouvement, plus doux, où un violoncelle solitaire peignait la silhouette d'une voix dans la nuit eulacienne, frêle mais tenace. Le troisième mouvement, tumultueux, était un combat. Des percussions tonnaient comme les poings de la colère, les cuivres hurlaient la révolte. Et enfin, le dernier mouvement, une lumière éclatante. Une mélodie ascendante, triomphante, comme l'envol d'un oiseau libéré. Les cordes s'élevaient, les chœurs les rejoignaient, et tout l'orchestre semblait respirer à l'unisson vers une paix tant méritée. La note finale, suspendue, vibra longuement, comme si elle refusait de mourir. Et puis, le silence. Pas un souffle dans la salle. Un silence si total, si profond, qu'il semblait contenir le monde entier. Puis une vague se leva. Une ovation. L'une des plus longues que l'opéra ait jamais connue. Le public se leva, applaudit, pleura. Louis, le front perlé de sueur, les yeux brillants de larmes, se tourna vers la foule. Il vit sa mère. Il vit sa sœur. Elle lui souriait. Ce sourire silencieux qui disait tout, la douleur, le combat, la victoire. Alors, lentement, Louis leva de nouveau sa baguette. Mais cette fois, il ne la pointa pas vers l'orchestre. Il la dirigea vers une place vide au premier rang. Une place que sa famille laissait toujours vacante lors de chacune de ses représentations. Une place pour l'homme qu'il avait entendu, un jour, alors que le monde se bouchait les oreilles. L'homme qui avait cru en lui quand il n'était encore qu'un enfant affamé dans une ruelle. Et dans ce simple geste, tout fut dit. La vie de Louis, née dans l'abandon et la douleur, était devenue une symphonie. Une symphonie d'espoir, de pardon, et de renaissance. Le garçon qui chantait pour survivre chantait désormais pour célébrer la beauté d'une seconde chance.